Donc la première présentation par Romain Lepillet, qui est maître de conférence en socio. Ça y est, ça marche plus. Si. Donc il est à l'UFR STAPS et le laboratoire CETAPS, qui est donc le centre d'études et transformation des activités physiques et sportives. Nous avons invité Romain en lien avec son travail de thèse qui s'inscrit donc dans une approche interdisciplinaire au confluent de la sociologie des loisirs et de la géographie sociale des territoires du quotidien. Voilà, donc le titre de sa présentation d'aujourd'hui, les trailers, les hyper pratiquants donc de la forêt, et je vais lui laisser donc le micro et la parole dès qu'il sera prêt. Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Donc déjà juste avant de commencer, je tiens bien sûr à remercier toute l'équipe de l'IFEPSA, déjà d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Et puis après, voilà, une super orga, même un jour férié, on a reçu des mails, vous inquiétez pas. Et en fait, on a été drivé de A à Z. Donc merci à toute l'équipe, franchement, ça fait vraiment plaisir d'être là. Ce matin, c'était hyper enrichissant. Moi, j'ai la lourde tâche de vous faire digérer. Là, on a mangé, on est en phase de digestion. Donc là, je vais faire en sorte qu'on passe un bon moment et que je vais essayer de ne pas vous endormir, en tout cas, et que vous soyez attentifs. Alors, n'hésitez pas à la fin à poser, bien sûr, des questions. Ou même si vous ne voulez pas, sur le QR code ou après, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, donc, pour commencer, alors, j'avais fait cette diapo-là, mais je pense que ce matin, on a bien parlé du développement du trail. Donc, je ne vais pas forcément enchaîner là-dessus, mais je voulais juste présenter le trail dans son ensemble. Mais effectivement, on voit qu'il y a une multiplication des courses et que, voilà, on a vu avec les collègues ce matin l'apparition du mot trail à partir des années 2000. En 2010, une augmentation des trails qui, au début, sont plutôt très loin des grands centres urbains, mais qui, petit à petit, vont se rapprocher des centres urbains, des trails qui vont aussi avoir des durées et des distances qui vont rétrécir pour permettre à un plus grand nombre donc, de pratiquer. Donc on assiste non pas, c'est vrai ce que certains disent, démocratisation, mais on préfère quand même employer le terme de massification, parce que la démocratisation, ça implique quand même d'autres choses et d'autres réalités. Le terme de massification, je pense, convient mieux. Et voilà, donc on arrive sur des trails de proximité. Donc on change d'échelle. Alors moi, en tant que sociogéographe, j'aime bien travailler sur les échelles, donc j'aime bien travailler sur les changements d'échelle. Et effectivement, on va assister, comme ça s'est passé dans le cas de certains raids, il y avait le raid gauloise par exemple, il y avait des grands raids qui se sont rapprochés des centres urbains. Eh bien, on trouve la même chose sur les trails. On avait des trails très loin, et puis aujourd'hui, alors voilà, Angers, je n'ai pas de spécialité, mais je suis sûr qu'ici, il doit y avoir un certain nombre de trails qui se déroulent tous les ans. Et donc, moi, je vais vous parler du cas de Rouen, et je vous parlais de l'agglomération rouennaise et des trails qui se développent et qui se sont développés dans l'agglomération rouennaise. Et effectivement, cette massification, elle va aller avec le fait qu'il va falloir s'entraîner à côté de chez soi. Il va falloir trouver des moyens d'avoir pour travailler. Donc, on se rapproche des centres urbains. Et quels sont les espaces qui vont être utilisés ? Bien, les espaces naturels et notamment dans le cas de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, des forêts urbaines. Et effectivement, le trail, il se positionne dans le champ plus large des loisirs sportifs en milieu naturel. C'est une des composantes des loisirs sportifs en milieu naturel. Et ce qui est intéressant avec le trail, c'est qu'il y a quand même une forme d'hybridité entre l'idée de rechercher une performance sportive et l'idée d'une expérience en milieu naturel, comme on a pu notamment en parler ce matin. Cette dialectique, elle m'intéresse parce que vous verrez à la fin, quand je vais essayer de typifier un petit peu les pratiquants, je partirai sur une typologie où on aura la forêt finalement pensée comme un milieu naturel recherché pour lui-même, et la forêt comme un stade. Pensez vraiment la forêt comme un stade, c'est-à-dire qu'on y va pour travailler du dénivelé, on a des séances programmées, comme les pistards qui font un nombre de tours et qui mesurent leur pratique. Donc voilà un petit peu pour introduire un petit peu ces questions. Alors, pour vous dire d'où je parle et comment je travaille, je vous présente mon cadre théorique. Donc, alors moi, en étant socio-géographe, je mêle toujours rapports sociaux et rapports spatiaux, en utilisant notamment le cadre théorique pensé par notamment Guy Diméo. Donc, vous voyez, les forêts urbaines, pour moi, ce sont des médiations territoriales entre la nature, la ville et les usages récréatifs. D'accord ? Donc,
Comme disait Di Meo, hein, on assiste à un double mouvement de socialisation de la spatialité et de spatialisation de la sociabilité. Et finalement, c'est l'idée des médiations territoriales, c'est de partir du territoire. C'est lui qui fait sens. Hein, c'est lui pour lequel on se dispute. On a vu ce matin dans les conférences que voilà, développer des stations de trail, eh bien, effectivement, on va partir du territoire et il y a des enjeux quand on parle de territoire. Et on voit bien que pour la population qui est sur place, il y a une forme d'acceptation. Parfois, ça se passe plutôt bien ou parfois, il y a des résistances. Donc on est finalement sur ces formes de médiation territoriale où c'est le territoire qui est porteur de sens pour les pratiques et qui est porteur de sens pour les pratiquants. Donc ça, c'est une partie du cadre théorique que je mobilise. Mais comme je vous dis que j'étais quand même socio et il y avait quand même donc de la sociologie, je rentre dans le cadre de la sociologie par les rapports sociaux et les jeux d'acteurs. Dans les jeux d'acteurs, il y a des logiques, des institutions et des actions. Et ces actions, ces institutions, elles ont des logiques qui sont souvent asymétriques. Et d'autre part, je rentre aussi par l'expérience des acteurs, qui ont des stratégies, des tactiques, des braconnages, dirait De Certeau, et qui, justement, ont quand même une distinction critique dans laquelle ils se construisent en tant qu'individus. L'idée étant de partir du travail, notamment de François Dubé, son travail sur la sociologie de l'expérience, qui est essayer de faire tenir d'un côté la structure sociale qui s'impose à l'individu, et d'un autre côté, les choix que l'individu fait, et donc de faire cohabiter les deux. Donc voilà pour le cadre théorique que je mobilise dans le cadre de mes recherches. Alors quel matériel et méthode j'utilise? Alors moi je travaille sur ce qu'on appelle une méthodologie mixte, c'est-à-dire croiser différentes méthodologies. Je le dis là, en plus il y a des étudiants dans la salle, donc ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que j'ai une approche déjà sur l'observation de terrain. Le boulot de sociologue ou de géographe, c'est d'aller sur le terrain et c'est d'observer ce qui se passe. Observer en essayant d'enlever nos a priori. D'accord ? Juste observer les pratiques, comment elles se déroulent, leur nombre, etc. Ensuite, j'ai une approche quantitative. D'accord ? Donc, des données que je vais récolter sur le terrain par des questionnaires, vous voyez, et des données aussi que j'utilise. Donc là, vous voyez, pour essayer de mettre un peu à jour cette présentation, j'ai été voir les données de l'International Trail Running Association, qui a fait un gros boulot statistique sur 9514 trailers. Donc on est quand même sur une grosse base de données. L'idée, c'est de comparer, c'est de voir si un échantillon aussi gros que celui-là et que moi, l'échantillon que j'ai porté il y a quelques années déjà, correspondent, ou s'il y a des distinctions, si le temps, je peux modifier, changer les choses. Après ce travail statistique qui, en fait, nous donne une image, une représentation à un temps T d'un phénomène, je questionne par des entretiens semi-directifs. Donc là, on va approfondir, on va essayer de rentrer dans les considérations des individus pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et j'ajoute à ce travail de la part du géographe une analyse spatiale, notamment, je vous montrerai les traces que laissent les individus sur le territoire et comment on peut les regarder et comment on peut les analyser. Donc du côté des méthodes, on a une analyse statistique, qualitative et une analyse spatiale. Donc sur le tableau que vous voyez là, c'est le questionnaire notamment que j'ai monté auprès des pratiquants de loisirs sportifs en forêt. Donc vous allez voir, je vais vous parler des trailers bien sûr aujourd'hui, mais je ne vais pas vous parler que des trailers. L'idée, c'est aussi de voir les autres, ce qu'ils font comme pratique et en quoi, en étudiant les autres pratiques de la forêt, on peut voir que les trailers se distinguent parfois et parfois ne se distinguent pas des autres pratiquants de la forêt. Parce qu'on a souvent tendance à dire les trailers, les pratiquants de l'extrême, qui ont, même les trailers eux-mêmes se vendent un peu comme ça. C'est assez original quand on fait des entretiens avec des trailers. Mais d'un autre côté, quand on s'intéresse aux pratiques, quand on s'intéresse à la manière dont ils pratiquent, on voit que parfois, la représentation du trailer n'est pas si loin de celle du marcheur nordique, qui n'est pas si loin, donc, notamment de quelqu'un qui pratique la course d'orientation. Alors, je vous ai parlé de géographie et de territoire. Bon, on est à Angers, on n'est pas si loin, on est à 3 heures. On est à 3 heures d'Angers. Et là, vous avez donc l'ancienne Haute-Normandie, et donc une carte qui montre, pour que vous voyez bien, les forêts publiques en vert foncé et les forêts privées en vert clair. L'idée de cette slide, c'est vous de montrer pourquoi
travailler sur la métropole Rouen-Normandie, donc que vous voyez juste ici, eh bien, déjà, on aperçoit que la Haute-Normandie, il y a plus de forêts publiques que de forêts privées, alors que ça se voit assez bien dans l'Eure. Vous voyez, tout le sud de l'Eure, on est sur des forêts qui sont majoritairement privées. Alors la distinction, elle est importante. Pourquoi s'intéresser aux forêts publiques? Parce que c'est là où toutes les pratiques de loisirs peuvent se dérouler librement. L'ONF, à travers les forêts domaniales, doit accueillir le public. Dans le sud, dans l'Eure, les forêts privées, elles appartiennent ou à des gestionnaires qui font pousser de la forêt, ou à des propriétaires privés. Et on ne peut pas, par exemple, aller courir dans une forêt si c'est marqué interdit, propriété privée. Alors, on peut pas, on peut le faire, mais en tout cas, c'est interdit, puisque c'est une propriété privée. Donc, premier point un petit peu d'alerte, c'est ça, et c'est qu'on voit aussi que les forêts publiques, les forêts domaniales, elles se situent quand même largement autour de la métropole Rouen-Normandie. Si on a à l'intérieur, et je vais faire un petit zoom, vous allez voir, juste connecté, vous avez aussi 2 grandes forêts qui sont vraiment à proximité. Et on verra d'ailleurs que les pratiques de trail, elles dépassent les cadres administratifs. Et donc, elles poussent les pouvoirs publics à penser de manière différente l'aménagement du territoire et à créer encore des strates différentes pour gérer les pratiques qui, elles, ne s'arrêtent pas à une frontière départementale, une frontière régionale ou à la frontière des différentes communes. Donc, pour vous présenter plus particulièrement les forêts de l'agglomération rouennaise, donc elles sont ici. Donc, vous voyez, donc là, vous avez les grandes forêts de l'agglomération rouennaise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus de forêts à l'intérieur de la métropole en pourcentage qu'à l'extérieur de la métropole. Donc, c'est assez original, c'est-à-dire qu'on est sur une métropole qui est très forestière. Et vous avez un tiers de l'espace qui est fait de forêts. Donc, vous voyez là, toutes ces forêts, ça fait un tiers de l'espace de la métropole. Et on peut aussi dire que ces forêts, elles sont à 70% publiques. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, vous voyez un peu pourquoi je pose le cadre et l'intérêt de penser ce territoire. Alors, le trail maintenant dans ces forêts. Est-ce qu'il y a du trail dans ou autour de la métropole? Effectivement, il y a quand même un nombre de courses assez important qui se développe. Vous voyez, la première course, les foulées de Préau, est apparue en 1987. Donc, à l'époque, je ne sais pas si le mot trail était utilisé. En tout cas, c'était une course nature. Et vous voyez que depuis 1987, vous avez les courses de Préau. Et ensuite, se surajoutent différentes courses qui sont soit, par exemple, comme c'est le cas là, dans la métropole, ou qui sont, vous voyez, juste là, le trail de Noël à Montigny. Alors, Montigny, la commune de Montigny ne fait pas partie de la métropole. Pour autant, elle est juste à côté. Donc, l'idée, c'était de vous montrer les courses qui se déroulent dans la métropole, mais aussi autour. Donc, c'est pas rien de voir le nombre de courses qui se développent et qui se surajoutent. Vous noterez quand même que depuis 2018, on a un frein. Je pense que l'espace est bien occupé. Il n'y a pas de nouvelles courses qui se sont développées. Donc il y a le Covid qui arrive entre-temps. Mais voilà, ça se stabilise avec des courses très engageantes, comme vous voyez le Trail des Rois Maudits, avec des épreuves à 60 km, donc, ou la Robert le Diable, voilà, avec beaucoup de dénivelé et des courses quand même assez importantes. Donc effectivement, les courses lointaines de trail qui étaient avant assez lointaines, notamment de la métropole rouennaise, aujourd'hui, eh bien, on en retrouve un nombre important dans la métropole ou autour de la métropole. Donc maintenant, je me suis intéressé, parce qu'effectivement, les données que je mobilise, alors on va dire elles datent, elles ont été récoltées entre 2015 et 2017. Donc effectivement, ça peut paraître récent, mais dans le monde de la recherche, les choses évoluent. Donc je voulais voir si le profil, moi, des trailers que j'ai interrogés est le même encore aujourd'hui. Pour ça, je me suis servi de l'International Trail Running Association, qui en 2022 a monté une grosse enquête, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 9514 enquêtés qui ont répondu. Et finalement, ce qu'on observe, et moi, c'est les données que déjà j'avais mobilisées à l'échelle de la métropole Rouen-Normandie. On voit qu'il y a une surreprésentation des hommes dans le trail. Ça, c'est un fait. Même si, entre 2013 et 2019, du coup, les analyses montrent que la part féminine augmente. Mais elle reste quand même minoritaire. L'âge moyen, 41 ans. Je retrouve à peu près ça dans mes questionnaires. Le niveau d'études élevé, ça c'est pareil. On voit bien que les trailers sont des personnes dont le profil social est plutôt des personnes dont le niveau d'études est assez élevé, c'est-à-dire bac plus 3 et plus. Il n'est pas rare de trouver dans les courses des personnes qui disposent d'un bac plus 5, voire plus.
Donc on est sur des personnes qui sont plutôt très éduquées, hein, qui ont fait des études et dont la profession et catégorie socio-professionnelle est pour la moitié de l'enquête des cadres et les professions intellectuelles supérieures. Vous voyez, on est quand même sur un profil très spécifique, hein, et c'est pour ça que moi je ne veux pas parler de démocratisation, parce que là on est sur une massification de la pratique effectivement, mais sur un profil de personnes très spécifique qu'on voit apparaître. La dépense moyenne de 1 000 € par an pour l'équipement et les inscriptions aux courses. Donc vous voyez, il y a quand même un budget derrière qui est conséquent. Et le trail, donc, comme je le dis, là, s'impose aussi comme un secteur dynamique en croissance avec à peu près 20% par an de croissance sur les équipements, sur le matériel qui est vendu. Hein, derrière, il y a une notion de vendre toujours du matériel plus léger, mais aussi parfois plus fragile. Et les coureurs, ceux qui courent beaucoup, doivent changer régulièrement de paire de chaussures. Et aujourd'hui, vous savez que pour les meilleurs coureurs, une paire de chaussures, ça peut rapidement monter 150, 200 €. Donc, il y a un panier moyen du trailer qui est tout de même assez important. Donc, quelles caractéristiques de la pratique, hein, on a en gros 60% des coureurs qui consacrent minimum 4 heures par semaine à la pratique et même 37% qui s'entraînent plus de 6 heures de manière hebdomadaire. Donc, qui courent entre 20 et 70 km. Vous voyez que là, on est sur un profil très spécifique. Ça, c'était l'enquête. Et donc, moi, ça m'a permis aussi de dire que finalement, l'enquête que j'ai menée à un échantillon plus faible, eh bien, correspond finalement à cette grande enquête. Donc, les trailers que j'ai interrogés par questionnaire et par les entretiens semi-directifs, finalement, ils sont assez représentatif de cette fourchette, de cette enquête qui, elle, est une enquête internationale. Hein. Donc voilà, là, on va changer d'échelle, on va aller plutôt sur une échelle plutôt micro, puisqu'on va s'intéresser au territoire de l'agglomération rouennaise. Dans l'enquête, déjà, avant de séparer les trailers des autres, j'ai vu qu'il y avait quand même des pratiques qui se distinguaient. D'un côté, les trailers, ceux qui pratiquaient la course d'orientation dans le cadre de raids et des VTTistes, et de l'autre côté, la randonnée et la marche nordique. D'accord. Là, je vais très peu parler de la randonnée et de la marche nordique, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais effectivement, on voit qu'ils se distinguent. Et les trailers, les raiders et les VTTistes, on a d'un côté des hyper pratiquants, comme je l'ai dit, hein, et comme on l'a vu dans l'enquête, mais dans mon enquête, hein, ils sont un tiers à courir 4 fois par semaine et plus, et un deuxième tiers à courir 3 fois par semaine et plus. Donc ils sont 60% à courir 3 fois par semaine et plus. Donc on est quand même sur des hyper pratiquants, enfin courir ou pratiquer leur loisir. Donc on est quand même sur des hyper pratiquants. Ces hyper sont des poly pratiquants. Il ne faut pas se dire que la forêt, ils l'utilisent uniquement pour courir. Là, j'ai mis quelques verbatims des entretiens que j'ai pu mener avec ces coureurs. Vous voyez, je fais beaucoup de courses à pied et un peu de VTT en forêt. Mais j'y vais également me promener en famille avec les enfants. On y cueille des champignons. C'est-à-dire que la forêt, pour eux, c'est véritablement un terrain de jeu. Hein, et ils n'y vont pas que pour courir, ils y passent du temps avec leur famille. Vous imaginez que déjà, ils s'entraînent 4 fois par semaine. Hein, ils vont 4 fois par semaine en forêt pour courir. Et en plus de ça, ils ont d'autres activités qui leur permettent voilà, de faire venir leur famille, de passer du temps en famille dans la forêt. Donc on dirait presque qu'ils habitent la forêt, tellement ils y sont. C'est les pratiquants de proximité. Hein, ça, c'est assez clair, puisque 48% de l'échantillon réside à moins de 5 minutes d'une forêt. Alors, si vous avez vu la carte que je vous ai présentée, vous allez comprendre. Effectivement, dans la métropole rouennaise, on est très 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 proche des forêts, il y en a beaucoup. Donc les personnes résident souvent à moins de 5 minutes, voire au maximum du centre-ville de Rouen, vous êtes à 15 minutes d'une forêt. Donc effectivement, ces pratiquants-là sont des pratiquants de proximité qui sont quasiment connectés à la forêt. Et autre point important, c'est que ce sont des pratiquants qui sont connectés. C'est-à-dire, donc montre connectée. Moi, à l'époque où j'avais mené l'enquête, il n'y avait pas toutes les applications sur smartphone, et dans les années 2015-2016, les smartphones n'étaient pas comme aujourd'hui. Hein, donc il y en avait déjà qui avaient ça, mais la plupart avaient des montres connectées. Et c'est différent d'avoir Strava sur son téléphone ou d'acheter une montre connectée, d'apprendre à s'en servir, etc. Mais on était vraiment à l'époque sur un tiers des pratiquants là, qui utilisaient un GPS pour se repérer en forêt. Donc maintenant, je vous ai brossé le tableau, notamment des trailers, des raiders et d'une partie des VTTistes en forêt qui avaient des pratiques similaires, mais finalement, trailers et raiders, vous allez voir qu'ils ont des pratiques similaires, mais pas que. Hein, il y a des distinctions qui vont séparer les trailers des autres, hein, qui vont faire que les trailers sont une catégorie à part.
déjà, ils sont 9 personnes sur 10 à pratiquer plus d'une fois par semaine, au moins une fois par semaine en forêt. Ils s'entraînent, vous voyez, pour quand même 47%, 4 fois par semaine et plus. Quand on sait que ce sont des cadres et professions intellectuelles supérieures qui ont souvent des emplois du temps qui sont bien remplis, on peut le dire, ça pose question. Et c'est intéressant aussi, c'est une question que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais qui est très intéressant, c'est qu'on a une majorité d'hommes qui pratiquent, presque 9 sur 10. Effectivement, ce sont des personnes qui ont peut-être des pratiques dans le travail, qui ont peut-être des responsabilités, mais on peut s'interroger sur leur vie familiale. On peut se dire que c'est peut-être, s'ils ont des enfants, c'est peut-être pas eux forcément qui prennent en charge ce qui fait la vie de famille. Parce que cette fréquence d'entraînement, elle est quand même très importante. Et une de leurs spécificités, c'est de suivre un programme d'entraînement. Donc ils s'entraînent, ils suivent des programmes, donc ils sont dans une forme de progression, d'analyse de leurs pratiques, de manière très poussée. Donc on a ce qui fait les trailers, une pratique intensive et régulière, une forte utilisation du GPS et des outils technologiques, une diversification des activités pour éviter la monotonie et une alternance entre les entraînements en ville et en forêt. Parce que ce qui distingue aussi les trailers par rapport aux autres, c'est qu'ils s'entraînent de manière très importante en ville, notamment autour des stades, parce qu'ils travaillent leur VMA, ils sont sur un travail de fréquence, mais également, ils n'ont pas toujours l'occasion de sortir courir en forêt, donc des fois, ils doivent courir comme ils doivent courir et courir. Et des fois, ils prennent le lieu le plus proche de leur travail pour le midi aller courir. Mais ça les distingue des autres, notamment des personnes qui pratiquent la CO dans le cadre de RAID, qui, eux, sont vraiment des personnes qui pratiquent largement en forêt. Et donc, ils ont une utilisation mixte des terrains, forêt pour les sorties longues, ville pour les entraînements courts, les fractionnés autour d'un stade où là on va travailler spécifiquement sur des allures et travailler notamment le fractionné. Parce qu'en effet, on a dans les statistiques, on a une partie qui pratique également en ville, qui ne pratique pas uniquement en forêt. Donc on est sur un profil sociologique, cadre et profession intellectuelle supérieure, qui a une pratique intensive et qui donc doit gérer son emploi du temps pour se dégager du temps pour ces pratiques. Et effectivement, il y en a qui utilisent des espaces aménagés urbains comme des quais. Chez nous, donc à Rouen, donc il y a la Seine qui passe. Donc les quais sont énormément utilisés parce qu'ils sont plats, ils permettent de travailler son allure sans être gêné par les voitures. Donc ils utilisent ces espaces quand ils peuvent pour essayer de courir le plus possible. Alors, si maintenant on essaie de travailler différemment, donc là vous avez eu des tris plutôt à plat et voire des tris croisés, mais si on essaie de faire ce qu'on appelle des analyses factorielles de correspondance, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails des statistiques, je pourrais vous réexpliquer derrière. L'idée c'est que on pose un tableau avec plein de données dedans et on demande à la machine de voir où sont les points les plus saillants et d'organiser l'espace. Ça vous donne une représentation comme celle-ci que bien sûr je vais commenter. Donc vous voyez là, vous avez les différentes activités pratiquées, la distance à la forêt, l'utilisation donc soit de la voiture à pied ou à vélo pour leurs activités, et surtout si la forêt est un terrain d'entraînement parmi d'autres ou un milieu qu'ils apprécient tout particulièrement. Eh bien, quand on regarde cette typologie, je ne vais pas la commenter dans son ensemble, je vais me concentrer sur les activités du trail qui sont dans le type C, comme vous voyez avec la course d'orientation. On voit qu'ils résident à moins de 5 minutes d'une forêt. On voit également qu'ils pratiquent 4 activités plus, mais on voit vraiment que là, c'est la course d'orientation qui prend le pas, parce que vous vous doutez bien que qui dit course d'orientation dit souvent dans le cadre d'un raid multi-activité. Donc ils ne font pas que courir, parce qu'ils font du run and bike. Parfois, dans les raids, il y a du canoë ou d'autres pratiques. Donc ils s'entraînent avec d'autres pratiques. Mais voilà, nos trailers vont en forêt à pied, pratiquent 4 activités et plus, et apprécient tout particulièrement la forêt, et notamment parce qu'ils vivent vraiment à 5 minutes d'une forêt. Donc ils peuvent y aller à pied, ils peuvent aller courir dedans. Donc on voit bien que finalement, ces trailers, ils ont quand même des points particuliers, même s'ils partagent avec d'autres, de représentation du territoire et de manière de pratiquer. Ensuite, pour essayer de comprendre et d'essayer de recomposer un petit peu avec une typologie qui sont ces personnes, l'idée a été de prendre la forêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit au début, comme un milieu recherché pour lui-même, ou alors comme un stade d'entraînement.
C'est-à-dire, on y va parce qu'on sait que telle montée fait tant de dénivelé et on va la faire 4 ou 5 fois. Ça, dans les verbatims, c'était assez prégnant puisque, en termes de sociogéographie, les personnes s'approprient l'espace et donnent des noms. Donc vous aviez le petit coup de cul, vous aviez le half-pipe. Par exemple, le half-pipe, c'est un trailer qui m'expliquait que c'est une grande, ça descend et ça remonte comme un half-pipe. Et qu'ils s'en servaient beaucoup pour s'entraîner sur le dénivelé. Voilà, chacun devait faire ça à telle fréquence. Donc ils prennent l'espace et ils l'aménagent. Et la forêt, finalement, n'est plus un milieu recherché pour lui-même, mais c'est le terrain des pratiques, comme pourrait être un stade, finalement. Comme quand vous tournez autour d'un stade et que vous travaillez votre fréquence cardiaque, vous savez que vous avez fait tant de mètres, etc. Donc, ça permet d'avoir 4 types que je vais bien sûr détailler. Premier point, s'occuper de soi. Donc là, cette typologie elle a été construite avec les questionnaires, mais également avec les entretiens semi-directifs. D'accord ? Donc là, j'ai été poser des questions avec des grilles d'entretien aux personnes pour essayer de comprendre finalement leur rapport. Pour certaines personnes, c'est le fait de s'occuper de soi. D'accord ? C'est un temps pour soi. On se vide la tête et c'est ce qui compte. Ouais, et justement, ces personnes-là ne sont pas dans l'idée de se géolocaliser, de mesurer le temps. C'est vraiment ceux qui utilisent la forêt comme pour s'occuper. Ce qui leur intéresse, c'est de courir pour courir, d'être avec les sensations et de s'occuper de soi et de s'occuper même entre soi. Chez les trailers, dans les entretiens que j'ai menés, il y a quand même une volonté d'entre-soi. C'est-à-dire, là, si vous avez un extrait de verbatim, je vais en forêt car c'est la liberté et qu'elle est difficilement accessible pour le lambda moyen. Vous voyez, quand cette personne fait ce témoignage, derrière, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'il est content parce que dans la forêt, il ne retrouve pas monsieur tout le monde. D'accord ? Et de la forêt sont exclus notamment les classes populaires qui, ça c'est d'autres études que je n'ai pas mis là, mais dont je pourrais vous parler, mais sont ceux qui fréquentent le moins les espaces naturels comme les forêts. Donc il y a une idée derrière de s'occuper de soi, mais de s'occuper de soi dans un entre-soi. La notion d'entre-soi, elle est assez présente chez les trailers, surtout dans leur discours quand on les fait parler dessus. Et ça nous rappelle notamment, pour faire une petite aparté, mais c'est intéressant, les travaux de Boltanski sur l'encombrement. Boltanski qui travaille sur l'encombrement, il montre que les classes supérieures ne supportent pas l'encombrement, c'est-à-dire ne supportent pas de se retrouver avec tout le monde. Il leur faut un espace pour se distinguer, un espace de distinction, un espace où on reste entre soi. Et on retrouve finalement dans le vocable de certains trailers cette idée de dire finalement je ne suis pas avec les kidam lambda, je me retrouve qu'avec des gens comme moi. Comme on pourrait être dans certains golfs très privés où on ne peut pas rentrer si on n'a pas été coopté. Il y a cette notion de vouloir rester entre soi. Deuxième point, donc ceux qui n'utilisent pas forcément de numérique ou qui n'utilisent pas d'équipement numérique, mais qui cherchent à se dépayser. Dans ce cadre-là, c'est très clair, les trailers, ils en parlent. Ça représente une évasion, le fait de se sentir ailleurs. C'est-à-dire que c'est un ailleurs de proximité parce que vous êtes quand même sur des forêts dans une métropole de 500 000 habitants. Pour autant, quand ils vous parlent de la forêt, ils ont l'impression d'être ailleurs. Alors, ils nous racontent ça, mais ils me raconteraient aussi quand ils ont fait, par exemple, le trail Les Templiers et qu'ils voyaient le lever du soleil sur la montagne, donc tout se confondait un peu. Il y avait aussi cette idée derrière qui me racontent leur plus grande course et comment ils les avaient vécues. Mais quand je leur parlais des forêts de l'agglomération rouennaise, j'étais surpris qu'ils me parlent de ces forêts comme d'un dépaysement, alors qu'au final, on est connecté à la ville. Et c'est des forêts, moi, que je nomme urbaines, puisqu'elles sont connectées à la ville. Autre chose, par exemple, c'est pour ça que je fais du trail, pour courir dans la nature, sur les chemins et dans la boue. Il y a aussi se dépayser, c'est être dans une autre expérience, c'est se salir. Là où quand on court en ville, on peut-être s'il pleut, être un peu mouillé, mais on ne va pas avoir les chaussures pleines de boue. En rentrant, il ne va pas falloir nettoyer ses chaussures. Vraiment, il y a ce côté très prégnant qui ressort souvent. Ou par exemple, passer du temps en forêt, parce qu'en étant citadin, maintenant, on a rarement l'occasion de s'évader. Comme on est sur des forêts urbaines, le trail à Rouen se développe de manière importante. C'est un moyen de s'évader, mais s'évader à proximité. On est sur ce que Lazzarotti nomme les territoires du quotidien. D'accord ? C'est-à-dire se dépayser à proximité de chez soi. C'est ce qui se fait de plus en plus. Vous avez peut-être dû voir ça avec les micro-aventures. On vous propose des fois à proximité de chez vous de vivre une expérience, de vivre une aventure, mais sans partir à l'autre bout du monde. Donc
c'est qui est-ce qui disait l'aventure est au bout de la rue, j'ai oublié, mais il y avait l'aventure peut être au coin de la rue. Et donc la dernière catégorie, c'est ceux qui explorent, qui augmentent les capacités d'exploitation pour découvrir le territoire. Donc là, effectivement, on ne voit pas très bien, mais donc là, on est sur une des forêts de l'agglomération rouennaise qui s'appelle la forêt verte. Et qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais on voit les tracés que les trailers laissent lors de leur pratique. Et donc là, vous avez la forêt verte. Je ne sais pas si tu reconnais un peu, si tu le reverrais comme ça, si tu arriverais à repérer la forêt verte. Mais en fait, on a plusieurs choses. Déjà, on voit là où les gens courent. L'ONF, elle, veut que les pratiques se déroulent à un endroit et pas à un autre. Donc, ils mettent des panneaux. Ils font en sorte que les gens restent sur cette boucle-là. Et moi, quand j'ai travaillé avec l'ONF, que je leur ai montré les traces que les gens laissaient réellement, ils étaient un petit peu soufflés. Parce que, si vous voulez, l'ONF, eux, là, ils veulent faire de l'exploitation forestière. Ils veulent faire pousser des arbres, les couper et les vendre, parce que c'est la tâche première de l'Office national des forêts. Et en fait, ils se rendent compte que les gens courent partout dans la forêt. Tous les petits chemins, ils suivent même les chemins qui ont été faits par les animaux. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans cette carte. Donc, les personnes, ils cherchent à augmenter les capacités d'exploration, mais ils cherchent également à découvrir le territoire. Et on voit qu'il y a une réelle connexion ville-forêt, puisqu'en fait, on voit que les tracés, ils démarrent de la ville pour aller dans la forêt. Vous voyez, on pourrait se dire, les gens arrivent en voiture, posent leur voiture et courent là. Mais si c'était ça, on ne verrait pas. Là, vous ne voyez pas très bien, mais là, il y a plein de tracés partout qui montrent qu'en fait, on est sur des pratiquants de proximité qui partent de chez eux pour aller dans la forêt et ressortir derrière. Et on a une part non négligeable des trailers qui se rendent en forêt à pied, en courant. Là où, si on est plus éloigné de l'espace naturel, les personnes vont privilégier la voiture. J'avais posé cette slide, donc je voulais changer, parce que je vous ai parlé de l'agglomération rouennaise, mais je voulais vous montrer où courent les gens, notamment à Paris. Et ce qui est assez original, on voit que tout le sud de Paris, la vallée de la Chevreuse, là que vous voyez là, il y a énormément de tracés de coureurs. On voit que les coureurs suivent notamment les cours d'eau. Et il y a une zone où on ne voit presque pas de traces. D'accord ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas à Paris, c'est toute la zone de la Seine-Saint-Denis. Et là, vous avez le parc Georges Valbon. C'est peut-être un des seuls espaces de la Seine-Saint-Denis qui est très bétonné. D'accord ? Et pourquoi je montre ça ? Parce qu'effectivement, le trail, et pour repartir sur finalement qui sont les trailers et quelle est leur catégorie socio-professionnelle, eh bien on voit bien que c'est des gens qui plutôt résident ou dans le centre-ville ou dans le sud de Paris, et que le nord de Paris, en tout cas toute cette zone qui représente la Seine-Saint-Denis, est assez exclue de ce mouvement. Et c'est encore plus prégnant si on prend une carte en utilisant notamment Google Maps et en mettant les tracés dessus. Effectivement, bon, vous voyez, je suis désolé, vous ne voyez pas très très bien, mais là en fait il y a plein de forêts. Et là-haut, vous avez plutôt, là j'avais fait un petit zoom, mais là-haut il y a vraiment que du béton presque. Et là vous avez le parc Georges Valbon, donc on voit bien que dès que les personnes ont un espace de nature, ils vont l'utiliser pour courir. Donc c'est assez original de se dire que l'espace naturel, ils sont fondamentaux dans toutes ces pratiques. Ils sont vraiment au cœur de ces pratiques. Et enfin, la dernière partie de la typologie, je vais devoir arrêter, je crois que je dois dépasser là un peu. Ouais. Se dépasser, connaître ses limites et les mesurer. Donc c'est rigolo parce que ce matin, on a parlé de Kylian Jornet et moi, j'avais déjà mis ma slide, justement l'abnégation de celui qui va courir autour d'un stade. Donc vous voyez, il a quand même fait 84 km autour d'un stade à une moyenne de 4,13. Mais la forêt, c'est aussi un lieu pour se dépasser, connaître ses limites, se mesurer. Et donc, dans ce cadre-là, la forêt est un stade. Vous voyez, par exemple, typiquement quelqu'un qui fait une sortie de trail running et on voit là qui travaille son cardio puisqu'il est sur des boucles. Je pense qu'il essaie de travailler son cardio donc dans un espace forestier où finalement il fait juste une longueur pour travailler. Donc dans ce cadre-là, la forêt est un stade et elle sert à se dépasser. Donc pour conclure, finalement la forêt, c'est l'autre du stade. C'est-à-dire les loisirs en forêt réinventent la relation ville-forêt en créant notamment un ailleurs de proximité. C'est ce qui est apparu notamment dans ce travail sur les forêts rouennaises. Et qu'est-ce qui fait spécifiquement le trailer ? C'est finalement en comparaison avec d'autres pratiquants de la forêt, il a un rapport particulier à la nature, ça on l'a vu, c'est très prégnant, et il a un engagement corporel spécifique avec de très longues sorties, et donc vraiment il a un rapport même au matériel technologique qui est très important. Et en ouverture, j'avais parlé de l'ouverture de la station de trail Rouen-Seine-Eure. Donc vous voyez en plus, eux dans leur page de présentation, c'est 2 spots, 2 ambiances. Je trouvais ça rigolo parce qu'on a d'à côté l'heure très naturelle et on arrive sur la ville de Rouen et en fait ils ont proposé des parcours de trail et c'est là où je trouvais ça rigolo, c'était de discuter là-dessus pour finir, c'était de dire
il y a des parcours de trail urbains. Et moi, j'ai beaucoup de mal à penser ce qu'est un trail urbain. Parce que par définition, le trail, et puis on l'a vu ce matin avec l'histoire du trail, ça ne se passe pas en ville. Le trail, on l'a bien vu, c'est des courses de montagne, des courses de nature. Et aujourd'hui, on parle de trail, mais un peu comme un fourre-tout. Et puis, bien sûr, on est sur des notions de marketing derrière. Hein. Mais j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est qu'un trail urbain. Donc voilà, j'en termine là-dessus. Merci de votre attention et je suis bien sûr à l'écoute de vos questions. Oui. Alors donc, effectivement, dans les profils, alors, j'ai pas forcément été dans ce degré-là dans le cadre de ce travail-là, mais effectivement, oui, il y a on pourrait dire des sous-profils, notamment celui qui est très prégnant, c'est s'occuper de soi et être dans l'entre-soi, en fait. C'est le rapport aux autres qui est, voilà, on veut être qu'avec des gens comme nous. Donc là, on avait cette catégorie-là, cette sous-catégorie-là qu'on aurait pu distinguer. Et de même de ceux qui, par exemple, cherchent à se dépasser, effectivement, quand c'est médié par la pratique numérique, il y a différents types. Il y a ceux qui sont tout bardés de technologie, qui veulent retrouver une expérience de la nature, mais en étant complètement bardés de technologie. Donc ça, c'est aussi assez rigolo, ce rapport à la nature qui est médié par... Alors, j'ai la montre, j'ai les chaussures, j'ai les manchons de compression, j'ai la ceinture cardiaque, j'ai une GoPro pour filmer au cas où je vois un cerf qui passe. Enfin, il y a aussi un type qui est, on pourrait les appeler les Robocop du trail parce qu'ils ils vont dans la nature mais suréquipés. Quand certains, c'est juste effectivement avoir juste la montre pour mesurer le dénivelé et travailler. Donc là aussi, on pourrait faire même un gradient d'engagement du numérique dans la pratique, effectivement. Donc je ne les ai pas creusés, mais oui, effectivement, je pourrais en parler même sur l'exploration. Hein, il y a certains qui vraiment ont envie de découvrir, envie de se perdre, jouer à se perdre quand on a la montre, puisqu'on peut faire la fonction retour maison. Donc il y a ceux aussi qui sont là, en fait, c'est des trailers, mais c'est aussi des trailers presque qui pourraient faire de la course d'orientation, entre guillemets, parce que ce qu'ils aiment, c'est aller rechercher, trouver des coins qu'ils n'ont jamais vus. Donc effectivement, je pense qu'il y a des sous-catégories qui apparaissent. Ouais. Bah oui, typiquement, si tu croises dans le questionnaire que j'avais monté, j'avais une question par exemple, est-ce que vous avez des enfants et cette question, quand tu la recroises avec les activités qu'ils pratiquent, effectivement, tu vas voir apparaître la sortie familiale en forêt. Donc typiquement, tu as le trailer, mais le trailer, il ne fait pas que courir en forêt, parfois aussi, il y va avec sa famille. Donc, enfin, entre guillemets, tu vois, donc il va faire la promenade, ou alors comme il y avait ce verbatim de cette personne qui disait oui, j'y vais pour courir, mais j'y vais aussi avec les enfants, on y cueille des champignons. Donc là, en plus, tu as la cueillette de champignons, l'observation de la nature, savoir reconnaître les champignons. Donc en fait, c'est véritablement la forêt pour un terrain de jeu où il déploie de multiples activités. Alors après, dans les sous-catégories qu'on pourrait avoir, on a les 100% trailers, ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, qui sont là pour courir, s'entraîner. Et tu as un autre profil, je pense, voilà, un peu ceux qui vont plus en famille, qui eux, voilà, sont polypratiquants parce qu'ils vont pratiquer, notamment, souvent c'est observation de la nature, cueillette, c'est les pratiques qui viennent. Et il y a quand même une partie des trailers qui ne font pas que courir, parce qu'on le sait très bien dans la pratique du trail, puis on parlait ce matin du risque de blessure, tu as aussi des trailers qui sont dans une multi-activité d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils font aussi du VTT, parce que voilà, ils ont d'autres pratiques, mais ils vont aussi, là je ne l'ai pas forcément dit, mais ils vont aussi faire de la natation.
hein, parce qu'ils travaillent leur cardio différemment. Mais là, comme c'est pas dans le cadre d'une activité de forêt, je m'y étais pas intéressé. Donc effectivement, en fait, parfois les trailers dans l'agglomération d'Est que j'ai interrogé, on dirait des habitants de la forêt. On dirait qu'ils passent plus de temps dans la forêt que chez eux, tu vois. Tellement ils ont de multiples activités et tellement parfois ils peuvent y aller quasiment tous les jours. Et on sent que c'est un véritable besoin. Alors eux, ils traduisent ça comme retour dans la nature. Alors moi, quand j'entends ça, bon, c'est le discours retour dans la nature, mais en vrai, c'est pas un retour, parce que retour, ça voudrait dire qu'on a déjà été dans la nature. Alors que la nature, c'est une conception qui a été pensée notamment par les Grecs qui vivaient en ville. Donc déjà, la nature, elle s'est créée parce qu'il y a la ville. Donc, et d'ailleurs, quand les gens parlent, ce qui est intéressant, quand les gens parlent de la nature, parlent de la forêt, systématiquement, ils te parlent de la forêt parce que c'est mieux que ou ce n'est pas, tu vois. La forêt, c'est plus calme. La forêt, il y a moins de pollution. La forêt, on entend moins de bruit, tu vois. Donc c'est rigolo sur cette conception de la nature. Bon, j'ai un peu divagué, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant. Bien sûr. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, oui. Mhm. D'accord. Attends, je reprends les questions. Effectivement, en fait, moi, c'est. Alors, je suis pas expert, par exemple, tu vois, quand on parlait des foulées, tu vois, la biomécanique ou même. Mais par contre, moi, je suis parti de ce que les gens disent en fait faire, tu vois, et comment ils analysent. Et ils sont dans une phase d'entraînement où ils te disent, là, je suis à telle allure. Mon but là, ça va être de gagner en VMA, donc il faut que je m'entraîne. Alors, moi, quand je le prends comme sociologue de terrain, c'est-à-dire que je note les informations. Mais d'ailleurs, je ne suis pas capable de redire. Par contre, effectivement, ce que je peux voir, c'est les fréquences d'entraînement. Ils sont entre 4, 6 et 8 heures d'entraînement semaine. Donc effectivement, ça commence à faire. Et ils te parlent d'entraînement. Et après, ils te disent, oui, puis j'y vais aussi le samedi avec les enfants. De temps en temps, on va y cueillir des champignons. Et puis aussi, avec les enfants, on fait des sorties VTT. Donc, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant, et je l'ai retrouvé dans... Alors ça, c'est plutôt dans les entretiens semi-directifs que j'ai vraiment pu le creuser, tu vois. J'en ai fait, alors après... J'en ai fait 43, donc c'est bien, mais on pourrait creuser encore plus. Mais j'étais arrivé au moment où j'avais l'impression que j'entendais toujours les mêmes choses, tu connais, et qu'au final, ça ne servait à rien d'en faire plus. Puis il fallait finir la thèse quand même, à l'époque. Et effectivement, c'est ce point de vue intéressant, et c'est comment ça s'agençait aussi dans l'emploi du temps. C'est-à-dire que quand il parle de ça, il parle très tôt le matin. Et donc, ça revient à ce que tu disais aussi sur le fait que les changements de saison, ils adorent. Tu vois, ils t'en parlent. Et moi, je leur posais des questions sur les saisons parce que justement, je voulais comprendre le rapport qu'ils avaient à la forêt. Et ils te disent, j'aime bien. Il y en a qui adorent l'automne parce qu'on sent les feuilles. Ils te le disent, ça sent les feuilles en décomposition. Mais dans l'entraînement, c'est plus dangereux parce que tu vois plus les racines. Enfin, et en fait, il y a toujours tout qui se cumule, mais tu sens qu'ils sont dans une phase d'entraînement. Mais d'un autre côté, ils sont assez émus. Ils te racontent que quand ils voient des biches le matin, ils s'arrêtent pour les regarder. Je veux dire, ils s'entraînent, mais s'il y a un côté de nature qui apparaît, quelque chose d'un peu... ils vont prendre le temps de vivre ce moment, ils t'en parlent. Et ça effectivement, c'est intéressant. Mais donc non, on est sur des personnes qui passent énormément de temps finalement dans la forêt. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Attends, je refais ce que tu m'as dit.
Voilà. Oui. Oui. Mm. Ouais. Alors, nous, on est en Normandie et il pleut tout le temps. Non, il pleut pas tout le temps, je rigole, c'est pas vrai. Venez en Normandie, c'est très bien. Non, mais en vrai, il pleut énormément. Les terrains sont hyper boueux et effectivement, c'est pas ressorti dans les entretiens. C'est-à-dire qu'on fait avec le territoire qu'on a et on fait avec les contraintes entre guillemets qu'on a. Donc les trailers rouennais, ils sont habitués à courir dans la boue. Et d'ailleurs, moi, pour avoir quand même fait des trails aussi, moi, je suis un tout petit trailer, machin. J'ai fait aussi beaucoup ça quand j'ai démarré la thèse pour comprendre. Et par exemple, dans les courses de trail, moi, j'ai tendance à courir sur le côté des sentiers pour pas avoir les pieds trempés. Et beaucoup de trailers, eux, ils tracent tout droit, ils ont les pieds trempés, ils sont pleins de boue, ils sont hyper sales. Et ça ne les dérange pas. Effectivement, donc, c'est pas revenu dans les entretiens et eux, ça n'a jamais été une contrainte pour y aller. Alors que c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh, je vais peut-être pas y aller, il fait gris, il pleut. Mais quand il fait gris et il pleut pendant une semaine chez vous, et que vous êtes dans une phase d'entraînement, il y a une forme d'abnégation et ils y vont quand même. Et la forêt aussi, c'est un milieu couvert qui protège quand même beaucoup de la pluie. C'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, alors il y a des gouttes qui tombent, mais c'est pas comme une inverse qu'on prend quand on est. Par exemple, j'avais des témoignages de gens qui disaient je déteste courir sur les quais parce qu'on prend le vent de face et quand il pleut, on en prend partout. Alors que la forêt, ça protège de la pluie, mais aussi quand il y a des fortes chaleurs, ce qui arrive quand même de temps en temps en Normandie, je vous rassure, mais quand il y a des fortes chaleurs, ça protège aussi le couvert forestier, ça diminue énormément la température. Et plutôt que de courir sur les quais, il y a certains coureurs des quais qui viennent en forêt parce qu'il fait trop chaud sur les quais et que la forêt les protège. Mais ça se voit qu'ils ne sont pas habitués, ils n'ont pas les codes. On reconnaît aussi ceux qui sont habitués à courir dans la forêt. Et j'en ai pas parlé, mais je trouvais ça rigolo. Mais dans les utilisations du numérique, j'ai trouvé un jour deux jeunes qui étaient un peu perdus dans la forêt, qui n'étaient pas habillés comme des coureurs, et ils chassaient des Pokémon. Ils cherchaient un Pokémon rare avec leur application. Donc, mine de rien, on peut voir tout type de pratiquant qui va venir un jour dans les forêts. Mais effectivement, on voyait bien qu'ils n'avaient pas les codes des personnes qui pratiquent dans les forêts. Merci. Oui. Oui. Ah oui. Mmh, oui. C'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai travaillé aussi avec, je travaille avec des chasseurs. Enfin, j'ai travaillé avec notamment l'ONF. Comment on fait pour faire la chasse, etc. Et non, il y a des gros conflits d'usage parce que les trailers, les hyper pratiquants de la forêt, des trailers, il est hors de question, si tu veux, s'ils ont prévu une sortie, de ne pas la faire. Donc, même si tu as des panneaux chasse en cours, et effectivement, l'ONF vend des lots à la fédération de chasse qui paye très cher pour avoir ces lots. Et donc, pendant les chasses, il faut ne pas y aller. Puis en plus, tu te dis, ils mettent leur vie en jeu. Mais non, ils iront courir. Il y a souvent des conflits entre les trailers et les chasseurs sur l'espace. Parce que le trailer qui court dans des forêts domaniales comme chez nous, il y a plein de forêts domaniales, pour lui, ça appartient entre guillemets à tout le monde, alors qu'en fait, une forêt domaniale, c'est le domaine privé de l'État. Alors, l'État est public, mais c'est le domaine privé de l'État quand même. Donc, il accepte qu'il y ait des personnes qui y aillent. Par contre, quand il y a des zones de chasse, ou même quand il y a des tempêtes, tu sais, quand il y a des alertes, les forêts sont fermées, il ne faut pas y aller parce que tu as des risques. Et ça n'empêche pas les trailers, ils le disent. Ah non, mais moi, même s'il faut que j'y aille, j'y vais. Donc effectivement, dans des conflits, tu peux en avoir plein entre ceux qui font l'observation, des animaux, le trailer arrive, ça fait fuir les animaux. Donc non, tu as raison, ta question elle est hyper juste, il y a plein de conflits d'aménagement, et notamment une des volontés de la métropole, tous les ans, et de la ONF, c'est de mettre les gens autour de la table, les fédérations, etc., pour essayer que tout le monde utilise la forêt de la meilleure des manières. Donc effectivement, il y a plein de conflits, j'en ai pas parlé, mais parce que j'en ai pas parlé là, mais effectivement, tu as raison, ta question elle est juste. Voilà. Merci.